très inspirant face à la perte de biodiversité que nous vivons mondialement. Et Corridor Appalachien est très fier de faire partie du collectif COP15 et d'être associé à ce grand mouvement de la société. Donc, nous nous joignons à toutes ces belles initiatives et à ces nouveaux outils pour présenter ce projet qui, nous sommes certains, en inspirera d'autres. Donc, Mélanie, je te laisse la parole. Pardon, je parlais dans le vide, une erreur classique. Alors, mon écran est bien partagé. La technique va bien jusque-là. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à vous tous d'être présents pour cette présentation qui est jumelée, comme Fabienne l'a dit, dans le cadre de la COP. On est bien heureux de faire partie de cette programmation. Et également, aujourd'hui, Corridor Appalachien faisait le dévoilement officiel là, via un communiqué de presse de son entrée dans le marché du carbone. Alors, on est bien heureux de vous présenter ce projet-là et de vous présenter de quelle façon on considère que ça devient vraiment un levier de grande importance stratégique pour promouvoir et accélérer la conservation, notamment dans le sud du Québec. Alors, moi, je suis la directrice générale de Corridor Appalachien et je vais présenter ça. Je vais faire un petit mot, petite entrée en contexte. Ensuite, Dany va présenter et par la suite, Clément Robidoux prendra la relève pour présenter le projet et notre rôle un petit peu plus tard dans la présentation. Puis c'est ça, je tiens à souligner la présence de certaines personnes du conseil d'administration de Corridor Appalachien aujourd'hui, les membres de notre équipe, bien évidemment Dany et Étienne Desmarais de Éco-Différent, également souligner la présence de quelques journalistes avec nous. Alors c'est parti, on avance dans la présentation. Alors, quelques mots avant tout sur Corridor Appalachien pour qu'on puisse se présenter. Donc, Corridor Appalachien, c'est un organisme de conservation qui existe depuis maintenant 20 ans. On est basé à Eastman dans les cantons de l'Est. Et ben, c'est avant tout, Corridor Appalachien, c'est avant tout une équipe. C'est une expertise en protection des milieux naturels. Donc, nous sommes maintenant une vingtaine d'employés réguliers à l'année. Donc, vous voyez la plupart des représentants sur cette image. Donc, des biologistes, des spécialistes en conservation, des gens en communication, des aménagistes de sentiers, des gens qui font également tout l'accompagnement des propriétaires dans l'avancement des projets de conservation. Donc, une belle équipe diversifiée. Passionnés de l'environnement et engagés qui, ensemble, ont contribué à faire avancer vraiment toute une diversité de projets qui font vraiment un changement au niveau de la biodiversité sur le territoire sur lequel on travaille. Alors, on fait à la fois des actions de conservation en terre privée, le territoire sur lequel on travaille est privé. On fait beaucoup de sciences, d'acquisition de connaissances. L'essentiel de notre stratégie de nos actions est basée et guidée par la connaissance sur le territoire, la planification des actions de conservation, et également des activités de sensibilisation, d'éducation et évidemment de la gestion des territoires protégés et de la mise en valeur sur certains de ces territoires-là. Comme je disais, on a été fondé en 2002, donc cette année, on est heureux de souligner les 20 ans. Et notre mission, c'est vraiment la protection des milieux naturels et de la biodiversité sur le territoire sur lequel on travaille, qui est un segment de la chaîne des Appalaches. Au niveau des résultats, on est toujours fiers de présenter la carte qui fait état de l'avancement des actions de conservation sur le territoire. Donc, cette image-là que vous voyez, c'est le territoire et en rouge, les aires protégées qui étaient présents au début, là, quand le corridor appalachien a pris naissance, donc il y a une vingtaine d'années. Donc, à ce moment-là, il y avait très peu d'aires protégées de superficie appréciable, outre le parc national du Mont-Offord. Donc, il y avait quelques organismes qui étaient présents sur le territoire et qui, ensemble, avaient protégé quelques centaines d'hectares. Et aujourd'hui, c'est le portrait de la situation. Donc, vous voyez un changement quand même vraiment très important. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui a été protégé à perpétuité en terre privée.
Alors, collectivement, avec nos partenaires affiliés, donc les groupes locaux de conservation, conservation de la nature, des municipalités, les propriétaires, ce sont plus de 16 250 hectares qui sont protégés. Et quand on combine les aires protégées publiques et privées, ces actions-là, ensemble, représentent 8 d'aires protégées sur le territoire. Et ça en fait la région au Québec où on concentre à la fois la plus grande concentration de groupes de conservation et de projets de conservation en terre privée. Alors, c'est pas rien, il y a vraiment quelque chose de particulier là, qui se passe sur le territoire des Montagnes Vertes au niveau voilà, de la protection de la biodiversité. C'est un grand mouvement qui ne s'essouffle pas. En fait, ça continue d'avoir beaucoup d'essor et beaucoup d'intérêt. Une particularité, puis je mets en contexte juste ici, puis on y reviendra tout à l'heure dans le contexte des crédits carbone. Corridor Appalachien, on a un modèle organisationnel qui est très particulier de ce que l'on en sait. En tout cas, on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ce fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'on a une relation vraiment étroite avec des organisations qui sont affiliées à Corridor Appalachien et on met vraiment nos forces ensemble pour travailler vraiment en synergie avec les groupes locaux et avec nous, Corridor Appalachien, qui œuvrons à l'échelle régionale, et avec notre partenaire national Conservation de la nature. Donc, il y a des membres affiliés qui interviennent sur les différents territoires. On le voit ici représenté sur la carte. Donc, on a 17 groupes de conservation qui sont affiliés. Donc, eux, ils sont les oreilles, les yeux, la présence sur le territoire. Et en fait, ils sont principalement, pas tous, mais ils sont principalement animés par des bénévoles. Et donc, ensemble, on va planifier les actions de conservation de façon concertée et en collaboration. Et on va couper nos forces et nous, on va assister les membres affiliés avec toute notre expertise, nos ressources, un soutien administratif, légal, en cartographie, géomatique, financement au niveau légal. Donc, pour passer au travers tous les rouages que représentent les projets de conservation. Et ça fait un modèle qui est très efficace. C'est notamment une des raisons pour lesquelles il y a tant d'aires protégées sur le territoire. Alors, on va aller vers le vif du sujet. Donc, par rapport au... bon, aujourd'hui, on va présenter l'entrée dans le marché du carbone avec EcoTierra via le projet qu'on appelle Pivot. Donc, Dany va nous présenter ça en détail. Juste avant, en fait, juste partager qu'évidemment, c'est pas comment dire, quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ce sont quand même des réflexions qui avaient été amorcées il y a un certain temps auprès de Corridor Appalachien. Dès 2014, on avait des rencontres avec d'autres entreprises. Dany, ne sois pas vexée. Donc, on avait commencé à avoir des approches avec différentes entreprises qui s'intéressaient au marché du carbone ou qui offraient certains services relativement à ça. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on se pose des questions sur le marché du carbone et l'opportunité que ça peut représenter pour Corridor Appalachien. Évidemment, c'est un sujet qui, bon, aujourd'hui, maintenant, pour nous, c'est devenu simple et clair, on a une entente, tout ça. Et quand même, c'est un sujet qui est complexe. Ça nous a pris quand même un certain temps avant de trouver notre position, notre aisance dans ce domaine-là. Donc, il y avait beaucoup de questions à éclaircir. On se demandait qui ferait quoi. Est-ce que ce serait nous qui devions approuver une méthodologie? Est-ce qu'on devait travailler avec un tiers? Qui aurait la commercialisation des crédits dans un deuxième temps? Et également, il faut savoir que Corridor Appalachien, dans les options de conservation en terre privée, parfois on acquiert les titres de propriété, mais souvent on va utiliser les servitudes de conservation. Donc, on a une entente, mais le terrain demeure en la propriété d'un autre, d'un tiers, donc disons du propriétaire d'origine. Alors là, ça ajoute une complexité également dans ces cas-là. On a aussi tous les projets qu'on fait avec nos membres affiliés, donc le positionnement de nous, s'il y a nos membres. Donc, on avait beaucoup de questions par rapport à tout ça, évidemment. Et puis, on a commencé à avoir des discussions plus sérieuses avec EcoTierra dès 2016. Et là, on a trouvé un partenaire avec lequel ça s'est éclairci au fil du temps. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore leur enregistrement officiel au niveau du projet, mais déjà, on avait beaucoup d'intérêt. Donc, il a fallu clarifier tout le cadre contractuel et
Et donc voilà, fait que Corridor Appalachien, ça ne date pas d'hier, mais on voulait être certain d'embarquer dans un projet qui aurait une méthodologie robuste, reconnue, qui serait un gage aussi, qui aurait un gage de qualité important. Et voilà, et aussi une des préoccupations que nous avions, c'était qu'on ne voulait pas contribuer, évidemment, comme à contribuer à verdir certaines entreprises avec des bilans environnementaux douteux. Mais donc, tous ces éléments-là se sont éclaircis et on a trouvé voilà, satisfaction dans le partenariat avec EcoTierra. Donc, en ce qui a trait à la collaboration avec EcoTierra, ben, un des éléments aussi qui nous a interpellés, c'est que c'est une entreprise à vocation sociale québécoise. Elle est présente en plus régionalement. Elle est basée à Sherbrooke. Et nous, on est dans le canton de l'Est, donc une entreprise locale. EcoTierra, ils nous offrent encore vraiment un accompagnement tout au long du projet. Donc, ça a été une forme de service clé en main. Donc, la réflexion au départ, l'analyse de nos projets, l'évaluation des revenus, la vérification diligente. On a eu toute une série de formations de notre équipe. Donc, en fait, tout cet accompagnement-là fait que ça a vraiment facilité le processus. Et c'est également eux qui s'occupent de la commercialisation des crédits qui seront générés. On a aussi un gage de qualité avec la méthodologie, donc au travers le standard qu'on appelle VCS. Dany va en parler tout à l'heure, donc c'est une méthodologie reconnue. Et c'est sur le marché volontaire. Et on avait aussi l'assurance, c'était dans nos exigences, qu'il y aurait certains secteurs exclus, notamment tout ce qui relève de l'extraction des ressources non renouvelables. Donc, ce ne sont pas des acheteurs potentiels des crédits qui vont être générés. Et pour ça, nous, pour cet aspect-là, c'est également un élément conditionnel très important. Alors, je m'arrête ici pour la mise en contexte, l'introduction, et je cède la parole à Dany. Donc, Dany, j'arrête mon partage et tu prends la relève de ton côté. Oui. Et voilà. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. On est très content de la quantité de gens qui sont en ligne. Donc, c'est une présentation aujourd'hui spécifique au milieu de la conservation. Donc, je sais qu'il y a des forestiers dans la salle. C'est quand même intéressant, vous allez voir, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas la priorité. C'est vraiment le monde de la conservation qui est notre public cible. EcoTierra, Mélanie en a parlé, notre entreprise sociale, puis on a une mission qui est vraiment particulière. Donc, on va toujours viser à travailler avec des producteurs, des familles, des coopératives, donc les communautés pour des projets qui visent à lutter contre les changements climatiques puis la dégradation des sols. Donc, vous ne verrez pas travailler avec des gros projets privés. On vise toujours à aller chercher ce qu'on appelle les laissés pour compte tenus qui sont trop petits ou trop loin. Donc, c'est vraiment notre mission de travailler dans des projets groupés. Effectivement, on est une entreprise sociale qui est basée à Sherbrooke, 45 professionnels qui sont répartis un peu partout dans différents pays. Puis, EcoTierra, c'est aussi le fonds d'investissement Eurapi capitalisé à tout près de 54 millions et donc qui est un fonds d'investissement dans lequel Fonds d'Action, Université de Sherbrooke, Université Concordia, le fonds LDN sont impliqués, donc pour des projets spécifiques à l'Amérique latine. Pivot, c'est vraiment notre premier projet là, ici même au Québec. Donc, on se parle aujourd'hui parce que, en fait, là, vous avez demandé pourquoi ils nous montent un tas de bois. Et puis, les gens dans la salle qui vont sûrement reconnaître ce tas de bois-là. Secteur Lagrange, Mathieu, pour toi. En fait, on s'en parle parce que le bois, depuis toujours, fournit notre principale rétribution pour les forêts au Québec. Donc, on soit propriétaire forestier, entreprise forestière. Donc, on va financer nos activités d'intendance souvent avoir des revenus commerciaux avec le bois. Et puis, quand on voit du bois qui tombe, ben, nécessairement, ça nous inquiète parce qu'en fait, c'est notre argent
qui tombe. Fait que ça, c'est le mode de financement qu'on a de tout temps. Puis c'est normal hein, de voir, d'être anxieux quand on voit du bois qui tombe, quand c'est notre seule source de revenus. Mais il y a aussi le développement immobilier, le développement foncier qui, de plus en plus, exerce une pression énorme, qui a un impact sur les valeurs foncières, qui a un impact également sur le taux de taxation. Mélanie et Clément vont en reparler. Quand on arrive dans ce contexte-là, puis qu'on essaie de faire autre chose, bien, les opportunités de revenus pour financer nos activités sont quand même limitées. Fait que oui, il existe des programmes des 2 paliers de gouvernement au Canada, mais ce n'est jamais suffisant. Et puis, il faut souvent aller, les groupes de conservation vont dans des démarches de donation. Donc, ils cherchent des dons. Fait que c'est du travail qui est très fastidieux. Et puis, exemple probant, d'il y a quelques jours, on a eu la CMM qui a annoncé son engagement en fin de semaine de protéger 30 % de son territoire. 48 heures après, la mairesse Valérie Plante mentionnait au gouvernement qu'ils ont besoin d'argent pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc, le besoin de revenus est vraiment important. Puis pourquoi? Ben, c'est pour acquérir les terrains, puis aussi pour s'en occuper à perpétuité, ce qu'on appelle l'intendance. Donc, arrive le projet Pivot, qui est un projet groupé de crédit carbone, qui est le premier projet groupé de ce genre-là au Canada, sous standard VCS, puis également le premier projet VCS qui est enregistré au Québec. Puis, en partant, on va mettre ça au clair. Le projet Pivot, c'est une solution par la nature qu'on appelle. Donc, il utilise la nature pour tenter de solutionner des enjeux que l'humain a lui-même créés. Donc, on utilise la finance carbone pour soutenir des activités de gestion des forêts. Puis, ces activités-là génèrent aussi des co-bénéfices. Puis, aujourd'hui, dans le contexte de la COP 15, bien, l'un des co-bénéfices qui est le plus abordé, c'est celui justement de la biodiversité. Donc, avertissement en partant, le crédit carbone, ce n'est pas une solution miracle. Donc, si vous pensiez que le crédit carbone allait sauver tous vos maux, ce n'est pas le cas. Mais c'est un nouvel outil qui s'ajoute à ceux qui existent déjà, donc qui vient compléter notre coffre à outils. Aussi, il n'est pas pour tous les types de forêts, puis il n'est pas non plus pour tous les types de projets. Donc, ça, on va essayer également d'éclaircir ça. Partenaire fondateur du projet Pivot, bien, il y a la forêt Rafford, qui est la plus grande forêt privée communautaire au Québec, qui est aussi la plus grande servitude de conservation forestière au Québec. Organisme à bienfaisance, donc. Ils ont été l'instance de départ pour l'enregistrement du projet Pivot. Et donc, depuis 2018, la forêt Rafford a environ 850 hectares là, en crédit carbone. Puis, j'ai également un double chapeau parce que c'est un projet qui est tellement le fun que moi, j'en ai été directeur pendant plusieurs années, mais j'ai gardé les 2 pieds là-bas. Donc, je m'occupe de tout ce qui est forêt, conservation, partenariat scientifique. Donc, quiconque s'intéresse un peu à des pratiques innovantes en foresterie, bien, il se passe beaucoup de choses hyper intéressantes là-bas. Donc, Forêt Rafford est embarqué dans le projet pour aider à déployer la méthodologie. Leur instance a été enregistrée en 2018. 2022, première vérification. On va revenir sur le cycle. Première vérification, et donc on a passé toute la semaine dernière, jour et soir, dans notre premier audit de vérification avec la firme externe Enor pour cette première vérification-là. Donc, on va avoir les premiers crédits émis pour le projet Pivot très prochainement. Université Laval, partenaire fondateur. Donc, Evelyne Tifo de la Faculté de foresterie a travaillé sur le projet Pivot. Il y avait une entente de partenariat scientifique. On a également eu 2 étudiants à la maîtrise, donc post-gradués, qui ont travaillé sur le développement technique du projet. On se parle de crédit carbone parce qu'il y a une demande, puis une demande sur le marché volontaire. Puis cette demande-là est en constante augmentation. On a ici un graphique de ce qu'on appelle les retraits de crédit carbone. Donc, quand on travaille avec des registres et puis des standards officiels internationaux qui sont reconnus, il y a un registre avec une traçabilité pour chacun des crédits. Et donc, on a ici une évolution des crédits qui ont été retirés, donc consommés par des entreprises ou des institutions. Donc, on voit que depuis 2010, la demande est à constante augmentation. 2020-2021, malgré la COVID, ça n'a pas eu d'impact direct. Et là, on a les chiffres en date du mois de juin 2022. Ce qu'on a vu, comme partout ailleurs, la guerre en Ukraine a eu un impact dans les semaines qui ont suivi, mais le marché est par la suite revenu. Fait que, probablement que pour 2022, on devrait être en fait au-delà des chiffres de 2020. Je ne crois pas qu'on va aller aux chiffres de 2021. Donc, demande croissante. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que les crédits qui sont issus des solutions par la nature, comme donc les crédits issus de projets forestiers, ce sont les principaux crédits qui sont consommés sur le marché volontaire. Pourquoi il y a une demande? C'est que
Par exemple, une entreprise purement québécoise que vous connaissez parce que vous l'avez au bout du fil, qui est Bell Canada. C'est intéressant de souligner que dans son dernier rapport annuel, ils répétaient leur engagement de carboneutralité d'ici 2025. Puis donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en œuvre des mesures d'atténuation pour viser à diminuer leur consommation d'énergie, carburant. Mais pour compenser ce qu'ils ne sont pas capables de réduire, là, ils vont se tourner vers justement des projets de crédit carbone. Puis ce qui est important de souligner, c'est le crédible. Fait que ça met la table aussi pour le futur et pour le reste. Donc, si on se fie à ce que McKinsey nous dit pour la demande sur les marchés volontaires, elle devrait être multipliée par 15 d'ici 2030, puis par 100 d'ici 2050. Donc, on a une bonne idée de la demande, elle est là. Maintenant, pour l'offre, comment ça se développe? En fait, c'est que si on regarde du point de vue forestier, elle est en développement nécessairement. Puis, je trouvais intéressant de parler de Manulife, Manuvie, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez, services financiers, assurances. Manulife est devenu récemment le plus grand propriétaire forestier au monde. Et en fait, leur logique est d'investir dans un contexte de finance carbone. Donc, ils investissent dans des acquisitions pour générer des projets, donc des crédits forestiers au niveau du crédit carbone sur le marché volontaire qui vont soit leur servir pour leurs propres émissions ou soit qui vont chercher à monétiser pour leur propre rendement. Donc, moi, quand je regarde ça d'un point de vue très strict finance, une entreprise comme Manuvie qui investit largement dans ça, moi, personnellement, ça me rassure. Mais il y en a d'autres. Solifare est un excellent exemple aussi qu'on a au Québec à souligner. Solifare ont mis en conservation 10 000 hectares, donc un projet fermé en Abitibi, dans le nord du Québec. Donc, 10 000 hectares aussi sous le standard VCS. Conservation de la nature Canada, CNC, les indicateurs du projet Darkwood en Colombie-Britannique, 60 000 hectares dès 2008, mais ils viennent d'acheter 150 000 hectares en Ontario de la papetière Domtar, donc la compagnie forestière en fait Domtar, dans le but de développer le plus gros projet de crédit carbone. D'autres acquisitions, Blue Spruce, 40 000 acres des Adirondacks, puis même dans l'Inflation Act qui a été publié par Joe Biden en septembre, il y avait 300 millions de dollars sous différents programmes pour le développement de l'accessibilité au projet de crédit carbone pour les petits propriétaires forestiers, en plus de 700 millions pour la conservation. Donc, l'offre se développe, mais vous voyez qu'elle se développe beaucoup ailleurs. Donc, d'où l'intérêt de le faire ici même chez nous avec des projets de qualité. Pour ça, on utilise le standard VCS. Verified Carbon Standard, c'est un standard qui utilise en fait les bases du Clean Development Mechanism de l'ONU, donc le CDM. Donc, toutes les formules majeures qu'on utilise sont issues du Clean Development Mechanism. Donc, ce n'est pas des formules qui viennent, qui sont issues de notre réflexion interne. Donc, il faut vraiment retenir que VCS, c'est le standard qui est le plus exigé, puis aussi le plus exigeant. Donc, justement, au Canada, en ce moment, on a seulement 3 projets forestiers sous le standard VCS. J'en ai parlé les 3. Le projet Monette Solifare, Darkwood en Colombie-Britannique, et puis le projet groupé, donc le projet Pivot, qui est le seul projet groupé. Nuance importante, différence entre le crédit ex-ante puis le crédit ex-post. Donc, le crédit ex-ante, c'est 2 types de crédits. Vous allez voir qu'ils sont un peu différents. Le crédit ex-ante, souvent, mais pas toujours, souvent la méthodologie est développée par le développeur du projet lui-même. Donc, il développe sa méthodologie, ses calculs, puis donc ses calculs de crédit carbone. Par la suite, ça lui permet d'émettre une certaine quantité de crédit carbone sur le marché volontaire. Il va vers des acheteurs qui le payent. Donc, souvent, on va voir achetez-moi 3 arbres pour compenser vos déplacements. Puis ensuite, ils vont faire l'action sur le terrain, donc de planter les arbres. On va souvent voir que les acheteurs de crédit carbone ex-ante déclarent leur carboneutralité au moment de l'acquisition, notamment 3 partis politiques récemment dans la campagne provinciale. Mais en fait, il faut attendre 70 ans pour ce type de projet-là. Parce que le développeur de projet, il calcule la séquestration additionnelle tout le long de son projet. Donc, par exemple, 70 ans en moyenne pour une plantation. Puis il ramène ça à l'an zéro. Donc, vous comprenez que c'est une séquestration, une promesse du futur. Donc, théoriquement, il faut attendre 70 ans pour réellement atteindre notre carboneutralité. L'échangeur turco, c'est un exemple aussi avec une durée de projet de 100 ans pour la compensation de la construction des nouvelles infrastructures. Le crédit ex-post est relativement différent. En premier lieu, la méthodologie
doit être approuvé par le standard. Fait que, première étape, on cogne à la porte du standard, on lui présente sa méthodologie, un auditeur externe vient et il l'autorise, en fait, il valide notre méthodologie. Ensuite, on développe le projet, donc en l'occurrence de la conservation, une approche forestière différente ou du boisement, et puis on attend 5 ans. Pourquoi on attend 5 ans? C'est qu'au bout de 5 ans, après avoir validé notre projet, un nouvel auditeur externe vient sur le terrain pour faire la vérification du projet, des instances, des superficies, des forêts, il revalide les calculs. Et puis, c'est vraiment à la suite d'une approbation de sa part auprès du standard que les crédits sont émis. Puis une fois que les crédits sont émis, on peut les vendre. Et à ce moment-là, l'acheteur qui en fait l'acquisition, il peut prétendre à une carboneutralité ou du moins à une compensation environnementale de haute qualité parce que les crédits qui sont émis réfèrent à la séquestration additionnelle des 5 dernières années. Puis ça va toujours être de cette façon-là. Donc, on va toujours vérifier ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Les crédits sont générés à partir de ça. Et donc, c'est un cycle qui revient de façon périodique, ce qui fait aussi qu'il y a des revenus périodiques pour les participants. On reconnaît plusieurs possibilités de contribution du secteur forestier à la lutte au changement climatique. Ce qui se passe en forêt, on va y revenir, donc la séquestration forêt. On reconnaît la substitution, donc un choix qu'un consommateur ferait pour un matériau qui est moins polluant. Par exemple, choisir de la biomasse forestière à la place d'un combustible fossile ou choisir du bois pour une construction non résidentielle à la place de l'acier. Donc, ça, c'est vraiment propre au consommateur comme tel, qui est au bout de la chaîne d'approvisionnement. Pour ce qui est des produits du bois, en fait, c'est aussi une particularité des forêts. Donc, le carbone peut être stocké dans les produits, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il est stocké pour un certain laps de temps. Donc, quand on parle de papier, de bois de chauffage, de palettes de transport, c'est une durée de vie qui est en bas de 5 ans. On va à 30 ans pour certains matériaux de construction, puis un petit peu plus, dépendant aussi de l'utilisation qui en est faite, donc résidentielle ou non commerciale. Donc, en fait, avec le bois, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il faut essayer de le retenir le plus longtemps possible, ce carbone-là, avant de l'envoyer à l'enfouissement et au mieux avant de le réutiliser, notamment pour la combustion ou d'autres utilisations. Maintenant, en forêt, il y a plusieurs actions qui peuvent être faites. On peut boiser, donc afforestation, donc prendre un terrain forestier ou totalement non régénéré pour différentes raisons. Puis le boiser, on peut améliorer la gestion forestière. Je l'ai mis en police plus importante parce que c'est de ça qui est notamment question aujourd'hui. Donc, on peut en particulier donc réduire les prélèvements qui sont faits en forêt. On va voir comment. On peut augmenter la productivité puis éviter la déforestation. Donc, la déforestation, c'est vraiment le type de projet REDD+, qu'il y a pour contrer la déforestation dans les pays tropicaux. En Amérique latine, on a des projets chez Côte-Tira. Donc, une fois que ça c'est dit, il faut définir un projet, un périmètre comptable pour un projet. Puis dans le cadre de crédit carbone avec des standards, le périmètre comptable comprend ce qui se passe en forêt puis ce qui se passe avec nos produits. Donc, les destinations moyennes qui sont vraiment utilisées dans le quotidien. Puis là, notre marché, nous autres, le Québec, c'est l'Amérique du Nord. Si on regarde, c'est l'Amérique du Nord ce qui se passe. Donc, le projet pivot, lui, intègre ce qui se passe en forêt et également les produits du bois. Puis ça, c'est important de le préciser. La substitution ne fait pas partie de ce que nous, on contrôle comme forestier. On en fait la promotion, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Puis, il y a des méthodologies qui existent pour ça, tout comme il existe des méthodologies qui sont pour la déforestation. Quand on parle de crédit carbone, il faut également aborder la question de l'additionnalité. C'est hyper important. Donc, quand on part avec un projet de crédit carbone, on définit une ligne de base, donc le cours normal des choses. Qu'est-ce qui se passerait si le projet n'était pas là? Donc, dans le pivot, ce qui se passe, c'est qu'on a la forêt qui pousse et qui capture de carbone. Donc, il ne faut jamais oublier qu'une forêt qui pousse capture du carbone. On fait de l'aménagement forestier, donc de façon cyclique, on récolte environ, je vous dirais au Québec, dans le sud du Québec, à peu près 30 % à chaque 15-20 ans. Il y a des émissions qui sont liées à nos activités, à la récolte, à la transformation. On a également des émissions qui sont liées au cycle de vie, parce qu'une fois que notre bois est envoyé, par exemple, au papier, le carbone retourne dans l'atmosphère à peu près au bout de 5 ans. Donc, ça, c'est notre ligne de base. Puis les revenus, comme je le disais, provenaient de la mise en marché du bois avec la récolte forestière. Maintenant, il faut absolument démontrer que grâce au projet, il y a un changement d'intention. Donc, il y a un changement par rapport au cours normal des choses. Donc, avec une approche de gestion forestière améliorée qui vise à augmenter le carbone, on a encore la forêt qui pousse. Mais comme on intervient moins, on augmente
la séquestration en forêt, parce que les arbres deviennent plus gros. Les débris ligneux sont également plus gros. Ils sont là pour plus longtemps. On évite aussi des émissions qui sont liées à la récolte, puis également à nos matériaux. Globalement, au Québec, c'est entre 25 à 30 du bois qui est récolté qui s'en va dans des produits à long cycle de vie. Tout le reste, c'est du court cycle de vie, donc 5 ans et moins. Et donc, c'est vraiment la différence entre ce qui se passe maintenant en forêt avec la nouvelle ligne de projet, puis ce qui se serait passé avec le cours normal des choses. C'est cette différence-là qui devient le crédit carbone, qui devient le delta. Donc, ça permet d'avoir des nouveaux revenus de crédit carbone, puis ça permet aussi, dans certains cas, pour certaines activités, de continuer à avoir un certain revenu qui provient de la mise en marché du bois sous certaines conditions. Donc, dans Pivot, on a deux principales activités qui sont celles d'allonger les cycles de récolte, donc de venir à chaque 30 ans au lieu de venir à chaque 15 ans dans nos coupes partielles. On a également l'approche de dire, en fait, c'est que je renonce pour un très long laps de temps à la récolte de bois. Puis on a également l'activité de boisement, mais dans ce cas-ci, on n'a pas poussé beaucoup par rapport au boisement pour différentes questions au niveau scientifique puis additionnalité par rapport à la réalité du Québec, là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Donc, on a donc un impact au niveau de l'augmentation du carbone en forêt. On réduit les émissions, comme j'en ai parlé. Puis, on a le co-bénéfice qui concerne la conservation de la biodiversité, compte tenu que les forêts sont moins perturbées. Tous les projets d'Éco-Tierra sont des projets groupés, puis on en a parlé beaucoup. Pivot n'en fait pas exception. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire un projet groupé? C'est qu'en partant, on développe tous nos projets avec des standards qui sont certifiés VCS. Puis tous nos projets sont développés comme l'a été Pivot avec des gens qui sont sur le terrain, donc des forestiers, des groupes de conservation, des municipalités, des coopératives de travailleurs. On intègre des terres au projet. Et puis, finalement, ça nous amène à faire une première vérification, comme on a fait avec la forêt Rufford en décembre 2022. Quand la vérification est faite, les crédits sont émis, puis ensuite, les crédits peuvent être vendus. Puis, comme c'est un projet groupé, on peut, comme on le fait aujourd'hui avec les groupes de conservation, ajouter des nouveaux partenaires, ajouter des nouvelles forêts dans le projet. Puis, ça nous permet aussi de développer l'offre en fonction de la demande. Donc, c'est vraiment un cycle qui est en continu. Donc, le concept, c'est d'avoir des agrégateurs qui sont sur le terrain. Donc, que ce soit des groupes de conservation, des MRC, on a des conseillers forestiers, des groupements forestiers, grands propriétaires communautaires comme la forêt Rufford. Puis, donc, l'agrégateur est vraiment là pour aller sur le terrain, puis aller voir avec ses partenaires, ses membres, quel type de forêt, quel type de propriétaire serait éligible à l'approche de crédit carbone comme le propose Pivot. Donc, on a aujourd'hui une douzaine d'agrégateurs reconnus, dont Corridor Appalachien. Mais donc, c'est très varié. On va de la MRC de Quaticook avec des groupements forestiers, des conseillers forestiers indépendants. Donc, une douzaine. On est en discussion avec quasiment autant, encore une dizaine. Puis, on est toujours en échange avec des nouveaux agrégateurs qui sont intéressés. Soit ils se font pousser par leurs propriétaires ou soit carrément l'intérêt vient d'eux. Pourquoi? Pour offrir un nouvel outil. Donc, l'approche d'une instance, on l'a ici, de façon imagée. Et encore là, c'est vraiment dans le contexte des groupes de conservation. Donc, imaginons 4 groupes de conservation qui ont ces acquisitions-là sur la table. Donc, qui veulent acquérir ces terrains-là, qui sont tous des terrains en bas de 100 hectares. Donc, le constat, c'est que pour chacune, c'est que si on les prenait chacune séparément, il serait impossible de créer une instance dans Pivot. On va voir pourquoi, parce qu'elles sont trop petites comme superficie. Puis il serait encore plus impossible de développer des projets fermés uniques pour ces propriétés-là, parce que, en fait, pour développer des projets uniques et fermés, ça prend au moins 10 000 hectares. Mais quand on les regroupe pour créer une instance, ça devient un mini-projet de crédit carbone. Puis ça permet de diminuer les coûts techniques qui sont variables. Puis ça permet aussi d'amortir les coûts fixes, comme toutes les analyses d'éligibilité, d'inclusion, etc. Donc, si on le regarde au niveau des réalités actuelles puis de l'éligibilité, en ce moment, on travaille avec des superficies minimum de 20 hectares. Donc, pour un groupe de conservation, comme pour un propriétaire, par exemple, ce qu'on vise, c'est d'avoir des propriétés, des projets par propriétaire qui sont minimum de 20 hectares. Puis, on vise d'avoir une instance minimale qui atteint 150 hectares. Puis, avec l'expérience, on a vu que ce n'était pas intéressant pour nous d'aller au-delà de 500 hectares
essentiellement parce qu'on perd au niveau de la précision statistique, puis ça, on n'aime pas ça. Donc, pour le moment, on arrête à 500 hectares, puis ça nous permet donc d'avoir un excellent équilibre au niveau de l'amortissement des coûts fixes, puis la précision statistique qui nous est chère. Maintenant, quand on parle de l'éligibilité, donc spécifique encore au groupe de conservation, il faut absolument, je le dis suffisamment, je pense, venir nous voir aussitôt que vous avez une idée. Aussitôt que vous avez une idée d'acquisition, vous venez voir Ecotira ou votre agrégateur, en l'occurrence, dans le modèle qui est présenté aujourd'hui, Corridor Appalachien. Donc, vous nous présentez le projet, puis vous signez les conditions préalables qui, donc, viennent démontrer que vous avez besoin du crédit carbone pour cette transaction-là. Vous devez aussi nous démontrer comment les revenus de crédit carbone sont essentiels. Donc, le montage financier est important sur le plan de l'acquisition, puis également sur le plan de l'intendance. Ça, Clément va en parler du fardeau de l'intendance. Et les résultats financiers que nous, on va faire, ils vont être complètement différents d'une forêt à l'autre, d'une instance à l'autre, parce que des forêts jeunes et perturbées ne généreront pas autant de crédit carbone que des forêts qui sont plus âgées. C'est exactement en ligne avec ce que nous démontre la science aujourd'hui, donc tous les écrits scientifiques par rapport aux jeunes forêts perturbées, qui est mieux de continuer à aménager pour améliorer leur état. Il faut également qu'il y ait un historique d'aménagement forestier parce que la ligne de base, c'est l'aménagement forestier. Donc, c'est démontrable avec les activités forestières antérieures, avec les plans d'aménagement qui étaient en vigueur. Donc, si un groupe de conservation vient nous voir avec une forêt qui est 100% vierge, là, qui n'a jamais eu une intervention, qui sont capables de nous dire vraiment là, que la forêt n'est pas du tout affectée, je les félicite premièrement d'avoir trouvé une forêt comme ça, mais vous comprenez que ce n'est pas éligible dans Pivot parce qu'en ce moment-là, on ne changerait rien au niveau des intentions puis au niveau de l'aménagement. Mais on va aussi pouvoir documenter d'autres risques immédiats qui sont, par exemple, le développement domiciliaire qui est réel. Donc, des propriétés qui sont visées par un développement domiciliaire qu'on peut documenter qu'il y a un historique d'aménagement. À ce moment-là, Pivot, ce n'est pas sa ligne de base, là, la déforestation, mais c'est un co-bénéfice qui est généré par le projet d'éviter la déforestation dans des cas qui sont précis puis qui sont existants puis en fait qui sont réels, qu'on vit au quotidien. Il faut également qu'il y ait une accessibilité opérationnelle. Donc, les forêts qui ont, par exemple, des pentes trop fortes, on ne met pas ça dans Pivot parce qu'on ne serait pas allé chercher du bois, à moins qu'on puisse démontrer qu'il y avait un historique pour différentes raisons. Puis également, la réglementation. Si déjà la municipalité protège la forêt contre l'aménagement forestier, vous comprenez qu'il n'y a pas d'additionnalité. Même affaire pour ce qui est de toutes sortes de réglementations à l'échelle provinciale. Et finalement, le statut légal. Il ne faut pas que les groupes de conservation viennent nous voir avec des propriétés qui sont déjà protégées, puis le montage financier est déjà fait parce que vous comprenez qu'on ne change rien au niveau des intentions, donc au niveau de l'additionnalité. Ce qu'on ne veut pas, mais là, je vous montre deux extrêmes, là, donc on ne veut pas une très jeune forêt excessivement perturbée dans laquelle la biomasse a été prélevée, qu'on a en taille à 4 pouces. Oui, ça se peut, c'est moi qui ai pris la photo, puis qui est envahie par le fragmite. Ça, ce serait scandaleux, vous comprenez? Fait que ça, on ne touche pas à ça pour plein de bonnes raisons qui font que le projet reste de qualité. D'un autre côté, on n'a pas besoin d'aller à l'autre extrême qui serait une pucheraie de 250 ans, par exemple, avec des arbres, imaginez des arbres partout comme ça. Donc, on n'a pas besoin que la forêt soit très, très, très stockée. Donc, aussitôt que ça commence à être intéressant pour la récolte forestière, vous voyez que les revenus suivent, sont proportionnels au niveau des crédits carbone. Donc, en terminant, les obligations de chacun dans un contexte de projet groupé, Ecotira, c'est vraiment nous qui sommes responsables de développer puis d'opérer le projet. Donc, Mélanie en a parlé, c'était vraiment nous qui avons pris notre charge de développer la méthodologie. On accompagne au quotidien les agrégateurs, puis on les forme. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans la salle aujourd'hui qui en font partie. On fait toutes les analyses et puis les démarches d'éligibilité puis d'inclusion. Fait que oui, on va souvent dire non, puis ça fait partie de notre travail. Puis c'est ce qui fait que le projet est de qualité puis que ses crédits sont recherchés. Puis on va opérer le projet. Donc, on le déploie sur le terrain, on planifie puis on prépare les vérifications comme on a fait de jour et de soir la semaine passée, puis tout ce qui a suivi avant. Puis on commercialise également les crédits, puis on partage les bénéfices. Pour les agrégateurs, comme Corridor Appalachien, d'ailleurs, Corridor Appalachien a les deux chapeaux. Donc, celui d'agrégateurs et de participants compte tenu de leurs acquisitions qui ont été intégrées. Donc, c'est vraiment l'agrégateur qui va recruter sur le terrain les participants, qui les connaît. Il va faire une pré-évaluation de l'éligibilité, puis c'est à partir de ce moment-là qu'il nous appelle « Hey, Denis, j'ai trouvé ça, je ne suis pas certain. C'est suffisant pour l'éligibilité, fait que je vais lui dire oui ou non, ou va me chercher plus d'informations, c'est pas suffisant.
Il est responsable de tout ce qui est sur le terrain, donc les inventaires forestiers, d'inclusion, de vérification. Fait que c'est plus large que des inventaires qu'on voit normalement. Là, on va chercher de la donnée sur les débris ligneux, les souches. Donc, c'est vraiment plus englobant. Puis le monitoring annuel aussi, donc le suivi annuel des instances. Le participant, comme dans ce cas-ci, ça pourrait être dans le modèle exposé par Mélanie, des membres affiliés de Corridor Appalachiens. Donc, le participant est responsable de payer ses frais d'entrée qui servent à combler en partie le développement de la méthodologie qu'on a fait, nous, depuis plusieurs années déjà. Il faut qu'il paye ses coûts techniques à son agrégateur, tout dépendant du modèle. Donc, il y a des agrégateurs qui ont des modèles différents. Donc, toutes les opérations d'inventaire sur le terrain. Il faut qu'il respecte ses obligations. Donc, s'il s'est engagé à conserver la forêt, il faut qu'il le fasse. Puis, si ce n'est pas le cas, il va y avoir des conséquences. Il faut qu'il informe les autres parties, donc son agrégateur des côtières, de tout changement. Exemple, s'il y a un chablis dont on n'a pas eu connaissance, c'est vraiment à lui de nous le mentionner parce qu'on va devoir aller le documenter, l'agrégateur. Puis également, ça peut paraître évident, mais il ne peut pas en aucun cas soumettre les mêmes parcelles à un autre projet. Donc, en terminant, qu'est-ce qui distingue le projet Pivot? En partant dans le projet Pivot, pour ce qui est de la biomasse vivante, l'état zéro, c'est vraiment les inventaires forestiers qui sont faits dans l'instance. Donc, il y a des projets de crédit carbone qui, eux, comparent l'évolution de la biomasse à la forêt régionale environnante. Donc, ça permet de faire ce qu'on appelle dans le jargon du cherry picking, donc d'aller choisir des forêts qui sont déjà hautement stockées. Puis là, en comparant ça avec des forêts régionales qui sont plus jeunes, bien là, oups, déjà en partant, on a une immense quantité de crédit carbone. Nous, on ne fait pas ça. Donc, le point de départ de chaque instance, c'est vraiment la biomasse vivante de cette instance-là, puis l'évolution se fait à partir de ce temps-là. Ça, c'est unique au monde dans un projet groupé. Autre approche, on est allé avec une ligne de base qui est très réaliste puis très conservatrice, donc avec l'approche de 30 % de prélèvement à chaque 15-20 ans, même si la réglementation nous permet de faire bien au-delà, et même si, surtout avec l'augmentation du prix du bois résineux depuis 18 mois, même s'il se fait des coupes qui sont plus intenses que ça. On voulait vraiment être le plus conservateur possible pour ne pas surestimer la quantité de crédit. On n'a fait aucune inclusion sans additionnalité réelle. Fait que ça, je vous en ai parlé, mais il est bien de le répéter. Autre point, on demande une permanence de 80 ans. Fait que oui, le propriétaire doit s'engager pour 80 ans. J'imagine que je vais avoir des questions là-dessus en période de questions, puis c'est tout à fait normal. Ça offre aux acheteurs de crédit carbone un profil qui est excessivement diversifié en termes de propriétaires, de forêts, d'activités. Fait que ça diminue beaucoup les risques qui sont associés aux perturbations naturelles, comme on a vu récemment dans l'Ouest américain avec les feux de forêt. Crédit Expost, on en a parlé. Standard reconnu, les auditeurs externes, ce n'est pas Ecoterra qui fait ses audits externes, c'est vraiment des entreprises qui sont accréditées par VCTS, qui sont spécialisées dans ça. C'est aussi un projet qui est local et collectif, qui est piloté par une entreprise sociale. Donc ça, c'est très recherché, des crédits avec une histoire, avec un impact sur la collectivité, c'est recherché par les acheteurs. Et dernier point, Mélanie en parlait, Ecoterra a un engagement ferme et contractuel de ne pas vendre de crédit à des entreprises extractibles. Donc, tout ce qui est entreprises minières, gazières et pétrolières, on ne vendra pas de crédit à ces entreprises-là pour différentes raisons. Puis même, ça va plus loin. Aussitôt qu'on a une entreprise qui est intéressée par les crédits de pivot, on lui demande de nous exposer quelle est sa démarche à l'interne. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ait fait plein d'efforts pour optimiser sa consommation d'énergie, réduire ses émissions à la source, augmenter son efficacité énergétique. Puis au final, ce qu'elle ne peut pas réduire, c'est là qu'entrent en action les crédits de pivot. C'est à ça que sert le crédit carbone et non pas le crédit carbone ne doit jamais être une excuse à l'inaction climatique. Et voilà. Donc, j'arrête mon partage. Donc, Mélanie, tu vas remettre notre présentation. Oui, c'est en cours. Merci. Donc, bonjour, moi, c'est Clément Robidoux de Corridor Appalachien. Donc, je vais vous exposer un peu qu'est-ce que c'est concrètement, un peu plus concrètement pour Corridor Appalachien, là, le projet Crédit Carbone. Donc, de notre côté, évidemment, Corridor Appalachien, par ses actions de conservation, on va générer là, de nombreux bénéfices. Évidemment, on va augmenter les superficies de milieux naturels protégés,
Mais c'est tout ce qui est sous-entendu, donc protection des espèces fauniques, floristiques, des espèces en situation précaire, des populations de grands mammifères. Donc, on va maintenir, voire augmenter la biodiversité de notre territoire. On va aussi contribuer à la préservation des magnifiques paysages des cantons de l'Est. Puis on va maintenir puis augmenter les services écologiques là, associés au milieu naturel. Donc, tout ça aussi, toutes nos actions vont bénéficier finalement à la santé des populations. On l'a vu au cours des dernières années avec la pandémie, l'importance que les milieux naturels pouvaient avoir sur la santé mentale et physique des gens. Et finalement, nos actions, oui, vont avoir comme conséquence d'augmenter la séquestration du carbone. Donc, c'est là où ça devient intéressant pour nous de considérer le marché du carbone pour financer nos actions de conservation. Donc, on dit souvent que l'acquisition des terrains à des fins de conservation, c'est la partie simple de notre travail. Puis que ça se complique quand vient le temps d'assurer à perpétuité la conservation de ces terrains-là. Donc, dans tout ce qui a trait à nos activités de gestion. Donc, dans un premier temps, il faut payer les taxes sur ces terrains-là. Il faut assurer la surveillance. Il faut faire le balisage. Dans certains cas, il va y avoir des activités d'aménagement de sentiers, donc l'entretien, l'aménagement des sentiers a des coûts. Il va falloir, dans certains cas aussi, défendre notre propriété, défendre les limites, défendre nos terrains contre les intrusions, etc. Donc, tout ça se fait à perpétuité. C'est des coûts qui sont très importants. Puis, c'est difficile à financer pour les organismes de conservation. Donc, c'est une charge réelle pour les groupes de conservation. Donc, de là, l'intérêt de regarder les revenus issus de la vente des crédits carbone, justement pour financer ce type d'activité-là. Donc, les revenus issus des crédits carbone sont très intéressants, surtout que dans le cadre du projet Pivot, ce sont des crédits carbone de haute qualité. Donc, Dany en a parlé un peu tantôt, mais c'est des crédits qui sont réels. Donc, on doit s'assurer annuellement d'aller faire des visites sur le terrain pour valider puis surveiller que les contraintes qui ont été mises en place ont été respectées. Donc, c'est des crédits qui sont additionnels aussi. Donc, sans le revenu associé à la vente de ces crédits-là, on n'aurait pas pu mettre en œuvre là, nos projets de conservation et de gestion des aires protégées. Ils sont mesurables, c'est-à-dire que lors de l'inclusion des terrains dans les instances, on va aller sur le terrain, faire des inventaires et à chaque cycle de vérification, on retourne également sur le terrain. Donc, c'est mesuré directement sur le terrain. C'est des crédits qui sont vérifiables et certifiés par des auditeurs indépendants qui ont validé la méthodologie, le projet et qui viennent également sur le terrain faire des vérifications. Comme le disait Dany la semaine dernière, on est allé sur le terrain avec eux, voir est-ce que nos employés qui réalisent les travaux sur le terrain réalisent les travaux conformément. Donc, c'est très rassurant de voir ça. Et également, ça se fait de façon, c'est des crédits qui sont permanents, tout comme nos actions de conservation.
Donc, à l'heure actuelle, sur notre territoire, on voit une partie ici sur la figure, nous avons 2 instances. Une première instance là, en jaune qui est constituée de 5 propriétés et totalise 510 hectares. Et une deuxième instance constituée d'une seule propriété de 403 hectares. Donc, si on compare à l'ensemble des aires protégées en terre privée là, qui sont affichées en rouge sur la carte, on voit que la proportion de projets de conservation inclus dans le pivot est encore assez faible. C'est sûr que c'est un projet qui est tout nouveau, mais probablement au fil des années, là, il va se rajouter là, des superficies importantes là, dans le projet pivot. Donc, comme on le disait, c'est des crédits qui sont mesurables. Donc, lorsqu'on crée une instance, il faut obligatoirement là, déterminer la ligne de base, donc l'état de la forêt là, au temps zéro. Donc, on va sur le terrain, on réalise là, un inventaire là, forestier avec une méthodologie standardisée. Ça, c'est le personnel de Corridor Appalachien qui fait ça, qui a été formé par EcoTierra. Et suite à ces travaux-là, bien évidemment, EcoTierra fait un contrôle qualité. Donc, ils vont retourner sur le terrain, refaire des parcelles pour s'assurer qu'on a réalisé les travaux là, conformément là, à la méthodologie, puis qu'on arrive à peu près au même résultat. Et 3 à 5 ans après l'identification de la ligne de base, bien là, on va retourner sur le terrain, sur les mêmes placettes et refaire les inventaires forestiers. Ça va nous permettre, en fait, ça va permettre de quantifier l'impact réel là, de l'activité sur le terrain. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les crédits carbone générés vont pouvoir être mis sur le marché. Je reprends la balle ici. Merci beaucoup, Clément, pour cette portion-là, là, très claire sur le suivi, nos terrains et la justification derrière notre choix d'aller vers les crédits carbone. Donc, on va vraiment rentrer dans la dernière partie, là, vraiment plus petite perspective de ce qui s'en vient, ce que ça représente pour nous. Puis ça va être la conclusion, puis ensuite, on va ouvrir aux questions. Donc, juste revenir sur le plan financier, sûrement plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire pour Corridor Appalachien? Ça représente combien? Donc, peut-être juste avant, de toute façon, le montant est indiqué là, mais juste réitérer que nous, c'est vraiment le crédit carbone, le revenu va apparaître là, sur un plan comptable. Là, donc, après le geste de protection, bien qu'on ait eu tout le processus d'inclusion préalable, donc il ne fait pas nécessairement partie du montage financier pour permettre l'acquisition, donc pour passer au notaire, mais il fait partie le revenu de crédit carbone fait partie du budget pour la gestion dans un deuxième temps de l'aire protégée. Donc, comme Clément l'a dit tantôt, pour faire face aux frais que représente le balisage, la surveillance, le suivi de l'intégrité écologique, la mise en valeur de certains sites, la gestion avec les voisins et le paiement des taxes notamment. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, au sein du Corridor Appalachien, simplement avec les propriétés pour lesquelles nous détenons les titres, ce qui est une petite partie de tout ce qui est protégé sur le territoire. On est environ à près de 41 000 en taxes sur nos aires protégées. Donc, les groupes de conservation, sachez-le, on continue de payer des taxes sur les immeubles pour lesquels nous sommes propriétaires et les valeurs foncières de nos aires protégées suivent à peu près la même tendance que le restant du marché pour l'augmentation des valeurs foncières. Donc, d'une année à l'autre aussi, la portion en taxes à payer sur nos aires protégées continue d'augmenter.
Fait que c'est un peu comme, c'est un peu particulier parce que, ben là, il y a les objectifs, on veut accroître les aires protégées. Il y a eu une accélération des actions de conservation dans les dernières années. Là, on est durant la COP, on va entériner les objectifs avec une cible de 30 %. Donc, c'est sûr que ça va continuer de se déployer, les aires protégées. Mais nous, les groupes de conservation, c'est comme si un peu à chaque fois, on augmente le passif devant nous relativement aux responsabilités et à la responsabilité financière que représentent les aires protégées. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, nous, dans notre organisation, il y a eu un choix de fait que pour pouvoir poursuivre la conservation et l'acquisition de territoires avec la charge que ça représente, nous devions aller vers une source, je pourrais dire, solide, permanente de revenus pour assurer la gestion, et c'est via le crédit carbone. Donc, pour l'instant, avec les 900 quelques hectares là, que Clément a montré tout à l'heure, c'est une perspective financière de revenus d'environ 100 000 $ par année qui est devant nous, donc ce qui est quand même très appréciable. Vous comprenez que sur un budget de 6-7 millions de dollars, même 8 millions, au cours de la dernière année, c'est pas non plus la panacée. Donc, ne repose pas dans le crédit carbone l'essentiel des revenus de Corridor appalachien. Donc, c'est une petite partie, mais qui est fondamentale parce que c'est toujours délicat à financer la gestion des aires protégées. Et voilà. Puis, je voudrais mentionner également que ces crédits-là carbone ne sont absolument pas incompatibles avec les sources de revenus complémentaires que nous avons eues pour les aires protégées. Donc, je le dis pour notamment les autres groupes de conservation qui sont autour de l'appel. Donc, par exemple, c'était pleinement compatible avec le financement du gouvernement provincial, avec le PPMN, avec les différents programmes qu'on a eus à ce jour du gouvernement fédéral également. J'en ai glissé un mot en début de présentation, donc je reviens là-dessus. Donc, on accompagne, on fait des projets de conservation aussi conjointement avec nos membres affiliés. Puis comme Dany le montrait tout à l'heure, avec les petites parcelles séparées qui ne permettent pas individuellement de rentrer dans le projet carbone parce qu'ils n'ont pas la taille critique, bien, en fait, c'est un élément vraiment très important pour nous, qui nous permet d'offrir aussi ce levier-là pour nos membres affiliés, pour nos groupes de conservation. Donc, les futures aires protégées, avec notre rôle d'agrégateur, une fois qu'on s'est familiarisé, on a compris de quoi il s'agissait, là, on est à l'aise de pouvoir déployer cette solution-là. Donc, ça fait partie des choses qu'on doit mettre de l'avant assez rapidement, mais donc on va pouvoir offrir officiellement à nos membres affiliés de pouvoir rentrer dans le projet pivot lorsque nous pourrons, avec quelques-uns d'entre eux, avoir une masse critique de propriétés de forêts admissibles pour créer une nouvelle instance. Alors voilà, donc je pense qu'on l'a assez mentionné. Donc pour nous, c'était vraiment de la nécessité de diversifier nos sources de financement, et notamment pour faire face aux défis de la gestion. Le projet pivot également, dans les perspectives, dans les choses qui nous restent à faire, sera de réfléchir et de voir comment on pourra également éventuellement intégrer des servitudes de conservation avec des propriétaires tiers, donc qui sont maintenus par des propriétaires fonciers privés. Et nous offrirons assez rapidement là, un cadre d'éligibilité et un cadre financier pour l'inclusion des propriétés, les futures aires protégées de nos membres affiliés. Et évidemment, pour nous, là, on a ces aires, on a montré, il y a 900 hectares, mais déjà, on a fait un geste de conservation il y a peu de temps, puis on l'a soumis pour une éligibilité au projet Éco-Sierra. Donc, on va continuer de faire des ajouts de nos nouvelles aires protégées, éventuellement de créer de nouvelles instances dans le projet. Et voilà, et je vais terminer en remerciant tous nos partenaires. Évidemment, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, mais je tiens au moins à tout le moins là, à montrer les différents partenaires qui sont derrière le réseau de Corridor appalachien. Donc, nos partenaires de conservation, la conservation de la nature. Et là, je n'ai pas remis les logos de nos membres affiliés qu'on vient juste de voir,
mais qui sont vraiment nos premiers collaborateurs. Puis je souligne qu'on fait partie de l'initiative des corridors écologiques, du collectif COP15 et de Staying Connected Initiative. Et vous voyez également nos autres partenaires avec lesquels on diffuse, on avance des projets de conservation sur le territoire. Nos partenaires municipaux et l'MRC avec lesquels on réalise également des gestes de protection de la biodiversité sur le territoire et nos partenaires financiers qui sont là pour soutenir nos actions. Alors, voilà, ça termine notre présentation et on va ouvrir aux questions. Merci. Merci Mélanie, merci Dani, merci Clément pour cette présentation. Donc, je suis certaine que vous devez avoir des questions. À vous la parole. Vous pouvez lever la main et votre micro va être désactivé ou les écrire dans le chat. Peut-être commencer, Dani, il y a des questions dans le chat qui sont déjà là en attendant que J'étais en train de taper, mais je vais y aller plus rapidement. Donc, je salue Stéphane de Nature Canton de l'Est à sa question qu'il a posée, c'est comment les revenus en crédit carbone qui s'étalent sur des décennies peuvent être pris en compte pour le fonds de dotation qui, lui, doit être complet au moment de l'acquisition. Je vais fournir une explication, puis Mélanie, au besoin, tu compléteras. En fait, on est capable de simuler sur l'horizon de vie du projet, simuler la quantité de crédit qui va être générée. Puis, ce qu'on voit, puis c'est tout à fait logique avec la science du carbone forestier, la quantité de crédit finit par se plafonner après un certain temps. Mais on ne va pas jusque-là pour simuler les revenus parce qu'il y a bien trop d'incertitudes, ne serait-ce que l'indexation puis la valeur des crédits. Donc, on fournit une simulation qui est beaucoup plus solide sur 15 ans, qui ressemble aussi à ce qu'on a comme rotation forêt privée. Donc, ça, à ce moment-là, ça fournit des revenus anticipés pour les 15 premières années. Ils peuvent, à ce moment-là, être intégrés justement dans les revenus anticipés pour notamment l'intendance de la propriété ou pour l'acquisition. Il ne faut pas oublier aussi que ces nouveaux revenus-là vont servir aussi pour les prochaines acquisitions, mais ça reste la gouverne des groupes de conservation ou des propriétaires forestiers. Là. En complément à cette réponse-là, en fait, Stéphane, en tout cas, nous, dans notre réalité, puis de ce qu'on sait, par exemple, de l'expérience de CNC ou d'autres groupes de conservation, le fonds de dotation, donc qui est mis en place au moment de la transaction ou vraiment dans les semaines après, est un des outils, évidemment, pour faire face aux responsabilités de gestion des aires protégées. Mais le fonds de dotation, par exemple, nous, on l'évalue. Bon, on utilise une valeur moyenne quand on est dans des projets, justement, dans des cas types de projets en valeur foncière, en superficie. On va utiliser, par exemple, le 15 %, mais des fois, on va se permettre de déroger un peu à la hausse, un peu à la baisse. Et le fonds de gestion, le constat qu'on fait, c'est qu'il est insuffisant même pour simplement payer les taxes foncières sur les immeubles. On a un exemple, une des grandes propriétés qu'on a acquis à Bolton-Est, une valeur de 675 000 les 700 000 près de 100 hectares en superficie. Donc, on a mis un fonds de gestion en place de 15 ça fait 16 000 Et excusez, ça fait 115 000 mais le revenu en intérêt du fonds de gestion n'est même pas suffisant pour payer les taxes. Alors, donc, en complément du fonds de gestion, les crédits carbone s'additionnent pour pouvoir réellement effectuer un bon suivi et être complémentaire au fonds de gestion. On a une question aussi de Alexandre Lajeunesse. Est-ce que ce contrat peut se renouveler après les 80 ans sans passer par toutes les étapes du processus de vérification et d'admissibilité effectué au tout début? En fait, à chaque vérification, on repasse pratiquement à travers le processus. Hein. On l'a vécu. Fait que dites-vous qu'il n'y a pas du tout de free pass avec un projet de crédit carbone qui suit un standard. Par rapport aux 80 ans, on est déjà en discussion plusieurs instances dans les standards là, pour voir qu'est-ce qu'on peut anticiper comme poursuite des activités au-delà de la durée de vie du projet. Il faut savoir qu'il y a des projets de crédit carbone qui ont des durées, en fait, qui ont des permanences qui sont beaucoup plus courtes. Donc, on réfère à des crédits qui sont davantage temporaires que permanents.
Il y en a qui sont aussi courts que 20 ans, 40 ans. On comprend aussi que la qualité n'est pas la même, mais déjà, la question va se poser pour ces types de projets-là. American Carbon Registry est un standard. Il y a une autre question. À qui sont vendus les Merci, crédits? Dani. Pardon. Il y Je te avait une laisse main aller. levée aussi. Oui, Ah, merci, main Dani. levée, parfait. Main levée de Karine Hanecou. On va débloquer votre son, on vous écoute. Oui, m'entendre, Dani? Oui. Oui. Bon, parfait. Je voudrais comprendre comment. Moi, j'avais compris il y a 3 ans, donc juste avant la pandémie, on suivait ça pour le carbone, etc. J'avais compris que lorsque la Terre est déjà sous conservation, il n'était pas possible vraiment d'avoir des crédits carbone de faire de la conservation et de la conservation. Je ne sais pas comment vous avez fait pour débloquer ça. On n'a rien fait parce qu'on n'a pas débloqué ça. C'est encore la réalité. Puis quiconque te dit qu'il génère des crédits avec une superficie qui est déjà protégée, en fait, tu aurais une pléiade de questions à lui poser sur l'additionnalité. Tu ne peux pas générer des crédits pour une intention qui est déjà financée, mise en place, qui ne va rien changer. Dans le cas de Corridor Appalachien, ce qui a été fait, c'est dès 2000, en fait, des discussions officielles dès 2017. Les projets ont tous été analysés par rapport à l'éligibilité. Il y en a des superficies qui ont été refusées pour différentes raisons. Ah, c'est ça. Donc, ce serait les nouvelles superficies finalement. C'est juste les acquises. nouveaux projets. Oui, c'est ça. Méfie-toi de cette opportunité-là qui semble trop belle pour être vraie. Ça marche. Merci. Une main levée. Christian de Capital Nature. On écoute votre question. Oui, bonjour tout le monde. En fait, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas servir de ça pour verdir, genre des pétrolières, si on peut dire, ou quelque chose comme ça. Là. Et, à qui sont vendus les crédits? C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut avoir une assurance que ce n'est pas vendu à Suncor ou je ne sais pas? Là? Très bonne question. Je n'ai pas votre nom de famille, fait que je vous appelle par votre prénom, là, Christian. J'ai vu la question. En fait, c'est ça, on l'a mentionné autant Mélanie que moi. Les crédits de pivot, puis en fait, les crédits qui sont générés aussi par Urapi pour Ecotira, ne peuvent pas être vendus à des pétrolières, gazières et minières. Puis en plus de ça, nous, puis on a des appels pratiquement toutes les semaines de pétrolières et gazières. Là, la demande elle est excessive en ce moment. On ne peut pas participer à ce genre de compensation-là. Parce qu'en plus, ce que nous, on demande, c'est nous démontrer à quoi servent les crédits. Donc, expliquez-nous votre démarche à l'interne au niveau de votre réduction de l'empreinte environnementale. Puis, il faut vraiment qu'il y ait une démonstration que ces crédits-là, ce n'est pas votre première solution, mais c'est que vous avez fait plein d'efforts avant, puis vous voulez compenser ce que vous n'êtes pas capable actuellement avec les technologies qui existent. Vous n'êtes pas capable de réduire à la source. Là. Le crédit ne doit pas servir à l'inaction. Ça, je le répète. OK. C'est une norme éthique, on peut dire, de Ecotira ou c'est le projet pivot? C'est propre, c'est totalement propre à nous. Donc, on est une entreprise sociale, on a une mission vraiment particulière. Fait que oui, c'est vraiment notre engagement. Mais la question nous est posée, je dirais que ça fait peut-être 100 propriétaires différents avec qui je discute directement, puis la question est automatiquement posée dans les 5 premières questions. Les gens ne veulent pas que leurs efforts servent à des entreprises du type qu'on a nommé. En complément, par exemple, nous, on l'a mis également dans le contrat avec Ecotira, même si Ecotira nous dit c'est dans nos lignes, c'est un engagement qu'on a pris, on le fait mettre dans le contrat de participant également. C'est rendu, justement, on fait du donnant-donnant avec les groupes avec qui on travaille, puis c'est rendu dans la convention de participation cadre pour tous les participants. Ça fait partie de nos obligations à nous, Ecotira. Et donc, Dani, tu n'as pas répondu directement à la question de qui sont les... à qui? En fait, je vous dirais, il y a l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, Cégep de Sherbrooke, Destination Sherbrooke, on a Desjardins d'un acheteur de crédit. En fait, Dani, est-ce que la liste est transparente? Est-ce que vous allez la rendre transparente, qui fait en sorte que ce n'est pas seulement sur les épaules de la confiance d'une personne? Les participants sont informés, oui. Puis d'ailleurs, demain, on fait une annonce justement par rapport au premier crédit pour une première vente de crédit carbone.
donc qu'un acheteur du Québec. Mais oui, les participants, ils ont la liste. Puis en ce moment, en fait, on travaille uniquement avec les crédits de Forever. C'est les premiers qui sont générés. Fait que, on discute vraiment de façon ouverte avec eux. Mais on les choisit en amont. Fait que nous, un peu comme on dit non à des participants, bon, on dit non à des acheteurs aussi parce que les deux exigent de la qualité, de la transparence et de la réputation. Est-ce que je pourrais savoir c'est quoi vos critères? Excusez-moi, tant qu'à y être, vos critères pour sélectionner une entreprise versus une autre entreprise pour vendre des crédits. Est-ce que vous avez des critères? Ben, ce que je l'ai mentionné. Donc, on veut pas, on ne vend pas des minières gazières pétrolières, puis on veut des entreprises qui aient déjà des processus à l'interne puis qui nous les exposent. Puis, idéalement, mais pas exclusivement, on aime vendre à des entreprises québécoises parce qu'on aime bien essayer d'avoir un produit local pour des acheteurs locaux, mais ce n'est pas exclusif. Si on a une vente qui est plus intéressante, par exemple, avec un client outre-mer, puis que c'est au bénéfice de nos participants, puis que ça cadre dans nos critères, ben, on va y aller parce qu'on est là aussi pour optimiser les bénéfices à nos participants. Merci. Instant d'emploi demande. Bonjour Dany, j'aimerais mieux comprendre la notion de crédit ex ante et post ante. Quel est le type de crédit généré par le programme Pivot et quand est-ce que les revenus sont espérés pour le détenteur d'un terrain selon le type de crédit carbone généré? OK. Les crédits ex ante, pour vous simplifier ça, ils font souvent la référence à des projets de plantation d'arbres. Pas exclusivement, mais souvent. Donc, on va, pour une plantation, calculer la séquestration additionnelle tout au long de la durée de vie qui est anticipée pour la plantation. Donc, typiquement, c'est 70 ans, puis on ramène ces crédits-là à l'an zéro. C'est ça qui est vendu. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de revenus avec les crédits ex ante pour le propriétaire. C'est très variable, puis surtout, il n'y en a pas plus tard. Pour ce qui est des ex post, j'ai expliqué, ça réfère toujours à des crédits qui sont issus d'une vérification pour les années qui suivent la précédente vérification. Donc, c'est des revenus qui sont récurrents. Tous les crédits générés par Ecosierra pour Pivot, mais pour nos autres projets, ce sont tous des crédits ex post. D'ailleurs, dans les principaux acheteurs de crédit ont rajouté, je vous dirais, à peu près 1 an, ils ont compris la subtilité, puis ont rajouté là, la nature du crédit là, ex post dans leur cahier de charge. Maintenant, les premiers revenus pour le propriétaire, en fait, ça va être le cycle de vérification. Donc, par exemple, on vient de faire une première vérification pour Pivot. Le standard VCS nous impose que c'est maximum aux 5 ans. Donc, à chaque 5 ans, on est obligé de faire une vérification. Nous, on anticipe que la prochaine pour Pivot va être dans 3 ans, compte tenu de l'évolution rapide du marché. Puis, compte tenu aussi de l'évolution de la grandeur des superficies qu'on a, une vérification, c'est un coût fixe. Fait que c'est encore mieux quand on l'amortit sur une valeur de crédit qui est plus importante ou sur une plus grande superficie. Et donc, fait que la prochaine, on anticipe qu'elle soit dans 3 ans. Ça ne veut pas dire que le propriétaire aura automatiquement ses crédits. Une fois que la vérification est faite, les crédits sont émis, puis là, ensuite, on peut les vendre. Donc, normalement, à l'intérieur de 4 ans, le propriétaire va avoir ses premiers revenus. Une question de Vincent Aman. Si j'ai bien compris, une forêt doit avoir un historique d'exploitation ou d'aménagement pour être éligible. Mais dans le cas où on prouverait qu'une parcelle intacte, je sais que c'est rare, sera coupée si elle n'est pas mise en conservation, exemple développement, pourrait-elle devenir éligible? La ligne de base dans le projet Pivot, c'est l'aménagement forestier. Pour justement échanger avec notre directeur technique il y a 2 jours, par rapport notamment la possibilité de développer un projet RED au Québec qui viserait à essayer de prévenir la déforestation qu'on a avec le développement domiciliaire immobilier. Mais c'est qu'en fait, la superficie est passée. C'est malheureux, là. C'est très dommageable ce qui se passe, là, puis on l'observe. Mais malheureusement, la superficie n'est pas assez grande pour générer un projet RED. Donc, un projet qui vise à contrer la déforestation parce que, en fait, un projet de déforestation, on va calculer un risque de déboisement annuel. Fait que la quantité de crédit est plus faible. Fait que on a besoin vraiment de plus grande superficie pour amortir ça. Maintenant, la question précise que vous me posez, bien, effectivement, s'il n'y a pas d'historique d'aménagement, si on n'est pas capable d'avoir qu'il y a déjà eu la récolte de bois puis que c'est accessible, bien, à ce moment-là, elle ne serait pas, cette superficie-là, spécifiquement dans Pivot, éligible. Mais ça reste du cas par cas. Ça reste du cas par cas.
Une question dans le chat de... Pardon, tu n'avais pas terminé? J'allais dire, il faut toujours, puis là on l'a vécu, il faut toujours être prêt quand on accepte quelque chose, à être prêt à le défendre face à l'auditeur, puis face aussi aux acheteurs. Donc, le moindrement qu'on a un doute, on s'abstient. Une question de Sylvie Clermont. J'entends que Desjardins peut faire partie du processus. Qu'en est-il des grandes banques comme RBC, Non, en fait, ce que je CIBC, disais, etc.? Desjardins, ce que je disais, c'est que Desjardins est un acheteur de crédit carbone comme un autre au Québec. Fait que je trouve intéressant de souligner que Desjardins a un engagement environnemental qui est quand même assez fort. Puis chaque année, ils achètent des crédits. Mais c'est un exemple. Je pense que la Banque nationale du Canada le font aussi parce que je fouille un peu. Pour ce qui est de RBC, CIBC, je ne le sais pas. Fait que je ne veux pas insulter aucune institution financière, là, mais je ne sais pas s'ils ont des engagements de ce type-là. Ils pourraient faire partie des acheteurs, Dani. Tout à fait, tout à fait. C'est une possibilité. Karine Hanecou, à la main levée, on écoute votre question. Oui, rebonjour. Dans le cas, finalement, je pense que c'est pour Corridor Appalachiens, ma question, mon commentaire, c'est que finalement, avec les crédits carbone, vous allez, si c'est l'écart avec le départ et l'aménagement, vous allez aménager vos superficies en conservation? Quand vous dites aménager, vous entendez quoi? Ah, ben, je parle au superbe traitement sylvicole qu'on peut avoir pour l'adaptation au changement climatique, etc. Clément, veux-tu répondre? Oui, ben en fait, de notre côté, il n'est pas prévu qu'on fasse à court terme d'aménagement de nos propriétés, donc la forêt de nos propriétés. Donc, c'est des terrains qui ont été exploités dans le passé, donc qui se qualifiaient pour pivot, mais on aurait de la conservation a priori sur ces territoires-là. Par contre, c'est quelque chose qu'on regarde parce qu'on sait que pour être en mesure de protéger des grandes superficies, il va peut-être falloir à un moment donné penser à faire de la conciliation avec d'autres usages, dont la foresterie. Puis on sait que la foresterie maintient quand même les couverts forestiers importants qui sont essentiels pour la connectivité écologique. Donc, on pourrait réserver ce type de protection avec conciliation avec la foresterie sur certaines de nos parcelles, effectivement. Oui, avec aussi, il y a la conservation du couvert. Il y a plein de traitements sylvicoles là, qui peuvent s'appliquer au renouvellement aussi de la croissance des nouveaux arbres qui fait en sorte que ça augmente aussi la capture du carbone. C'était juste... je voulais savoir si les crédits carbone, c'est une cloche de verre ou bien si ça va dans l'évolution de la croissance du peuplement et de la santé de l'arbre, et plus que la santé de l'arbre est bonne, plus qu'il y a de la captation de carbone. Voilà. Tout à l'heure, Dani. Tu veux y aller ou tu veux y aller tout de suite? Comme une précision par rapport à notre rôle et notre contexte, mais tu sais, Dani, tantôt, il montrait qu'il y avait 3 activités possibles. Il disait qu'il se concentrait sur 2, donc il y avait l'allongement du cycle de coupe puis la conservation. Puis nous, on est un organisme de conservation et le cadre dans lequel on travaille, c'est principalement, notre mission, c'est de protéger la biodiversité. Je sais qu'on peut tout à fait aménager la forêt tout en protégeant la biodiversité. Là, on ne remet pas ça du tout en question. Mais nous, notre cadre d'intervention, c'est de la création d'aires protégées. Également, on reçoit du financement, principalement des instances publiques, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement fédéral, pour créer des aires qui vont être protégées puis admissibles au registre d'aires protégées publiques du Québec. Donc, le contexte dans lequel nous, on œuvre, les balises, notre mission, le financement qu'on reçoit ne nous permet pas vraiment actuellement d'avoir des superficies où il y a de l'aménagement forestier à proprement parler. Là. Il y a des endroits, c'est un peu anecdotique, il y a un petit peu de récolte de bois de chauffage à des fins personnelles. Donc,
ce qui est quand on parlait tantôt, nos enjeux de gestion, d'aménager, de l'aménagement, on parlait plus d'aménager genre des sentiers, de bien gérer nos propriétés, mais pas de faire de l'aménagement sylvicole. Puis, en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas faire la même chose partout. Karine, on s'en est souvent parlé, il faut vraiment varier nos interventions. Donc, moins intervenir à des endroits, intervenir davantage à d'autres, mais il faut toujours se souvenir qu'il faut avoir dans l'analyse nos cycles de vie des produits. Puis souvent, ça change la lumière qui ressort. Il y a vraiment des études qui sont simplement surprenantes par rapport au carbone. Donc, oui, ça doit être, c'est sûr que la recette, il n'y a pas une recette pour toutes les superficies, mais par expérience, quand on voit des hectares et des hectares de hêtres en train de mourir, là, je me demande, au niveau des superficies sous conservation, comment vous gérez en fait, la réhabilitation de ces peuplements-là si vous ne sollicitez pas la foresterie avec ça? Dans l'approche de conservation, il peut y avoir de la plantation sous couvert, l'enrichissement qui est possible, il n'y a aucun problème. Puis des fois, les trouées naturelles, c'est tout à fait possible de le faire. Puis il faut aussi dire que justement, s'il y avait des perturbations d'importance, mettons, mort de certaines espèces d'arbres, disparition, mais on capte dans les inventaires qu'on fait. Fait que ça a un impact. On ne génère pas des crédits de façon artificielle. Fait que si on voit que la biomasse diminue, le crédit carbone en quantité va diminuer aussi. La conférence termine dans quelques minutes. On va prendre encore 3 questions. Coopérative Terre à Bois. Une fois les crédits vérifiés, serait-il possible pour un propriétaire d'attendre avant de les rendre disponibles, par exemple pour obtenir un meilleur prix? Excellente question. Ça, c'est notre travail. Fait que c'est pas le propriétaire qui vend les crédits, c'est Ecotira, puis c'est un portfolio. Imaginez un portefeuille. En fait, on va vendre les crédits quand le marché va nous paraître intéressant. Puis si on voit que le marché ne l'est pas, on est capable d'attendre. Puis on le fait au bénéfice des participants. Puis ce qui est partagé, ce n'est pas la quantité de crédit qui est partagée avec les participants, c'est vraiment la valeur des transactions. Fait que si on a des transactions qui sont plus élevées, c'est tous les propriétaires qui vont en participer parce qu'au final, on partage en fait les recettes sur une année donnée, par exemple. Merci, Dani. On va prendre 2 dernières questions. Une question de Maryse. Donc, on vous écoute, Maryse. Oui, en fait, ma question, c'est considérant que les organismes de conservation souvent font des achats de manière successive, là, donc on n'achète pas nécessairement tout un ensemble, il va y avoir plusieurs petits lots qui vont être acquis au fil du temps. Comment c'est pris en charge cette espèce de acquisition continue? Est-ce qu'au début de l'entente, il va y avoir comme une première propriété, puis il faut signer de nouvelles ententes à chaque acquisition ou ça va pouvoir être regroupé? Puis, suivant cette question-là, concernant l'audit, après 3 à 5 ans, on vient valider sur la propriété. Est-ce qu'après 3 à 5 ans, l'ensemble des propriétés peut être validé ou il faut à chaque fois attendre pour chaque nouveau terrain, là, finalement? En fait, quand il y a une acquisition qui est faite, c'est un projet en soi. On regarde son éligibilité, puis ensuite, on regarde pour la regrouper avec d'autres pour créer une instance. Puis pour les acquisitions, on s'est fixé un délai maximal de 18 mois, justement pour les intégrer, pour différentes raisons d'additionnalité. Une fois que l'instance est créée, si vous avez votre groupe a une propriété dans ça, vous allez avoir à signer une convention de participation puis tous les documents relatifs. Vous pourrez avoir une propriété dans l'instance A puis une propriété dans l'instance B, puis vous comprenez que les rendements crédit carbone vont être complètement différents d'une instance à l'autre. Ça dépend des forêts, ça dépend des strates, ça dépend de l'âge des forêts, etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est l'intérêt de pouvoir regrouper ça. Puis on n'est pas allé dans le détail, mais il y a aussi des critères pour regrouper, des critères qu'on utilise là, parce qu'on ne regroupe pas n'importe quoi avec n'importe quoi, puis surtout pas une propriété en Abitibi avec une propriété en Estrie, là. En conservation, les projets de conservation, c'est assez long à mener entre le moment où on a une offre d'achat avec le propriétaire ou un engagement de faire un don. Il y a tout le processus au don écologique, la levée de fonds, les évaluations écologiques. Donc, tout ce processus-là prend un certain temps. Des fois, ça peut prendre 7-8 mois, mais typiquement, un projet de conservation va s'échelonner sur un an et demi, 2 ans, à peu près.
Donc, du coup, fait que, on a une programmation des projets qu'on voit venir qui sont dans le collimateur. Fait que là, on fait une vérification, une prééligibilité, une analyse avec EcoTierra. Là, on regarde qu'est-ce qui s'en vient comme transaction de conservation qui pourrait être similaire. Fait que là, on va prendre la décision de est-ce qu'on met, par exemple, une seule grande propriété, tu sais, qui aurait le seuil on aurait 110 hectares. Donc, est-ce qu'on va créer une instance seulement avec cette propriété-là ou on attend jusqu'à 18 mois pour venir bonifier d'autres propriétés dans l'instance qui auraient un contexte similaire pour qu'on puisse avoir une instance plus grande. Donc, tu sais, on va venir de part et d'autre. Mélanie, une question de John Kendall. On vous écoute. Monsieur Kendall. Oui, désolé, on avait des problèmes. Est-ce que vous Pas de m'entendez? problème. Oui, vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Oui, je voulais juste d'abord remercier Danny et les collègues de Corridor Appalachian. Je trouve que vraiment l'atelier était bien fait, vraiment des explications étaient très claires. Et on a déjà fait des projets semblables dans d'autres parties du monde. J'aimerais féliciter EcoTierra et aussi leurs partenaires pour la façon que le projet a été monté. C'est très encourageant. Et petite question pour Danny, est-ce que le déploiement à travers le Québec, vous voyez ça à quelle envergure? Donc, combien d'hectares, combien de réduction d'émissions d'ici 5 ans? Ben, en fait, d'ici 5 ans, je dirais l'objectif d'ici 2030, c'est d'avoir 15 000 hectares. Mais au rythme où ça va, on va probablement l'atteindre avant ça, mais il n'y a pas de limite maximale dans le pivot pour la superficie. Fait que je ne transformerai pas ça en tonnes de CO2 évité ou séquestré pour le moment, compte tenu que ça peut être 15 000 ou ça peut être 30 000 hectares. Là. Mais c'est l'objectif qu'on a. Et merci. Merci et bonjour, John, en passant. Merci, Dany. La conférence touche à sa fin. Si vous avez des questions, on vous invite à les écrire à Frédéric. Frédéric vous a envoyé un rappel 1 heure avant la conférence à votre adresse courriel. Vous avez donc son adresse courriel. Elle est aussi dans le chat, donc vous pouvez l'utiliser. Envoyez vos questions et on sera content de vous répondre. On vous remercie d'avoir été présent. La conférence d'aujourd'hui sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Donc, à la prochaine et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Au revoir.